Pas question de signer ça, a dit de son côté la Grande-Bretagne. Édito de Julien Brune. Donc, ni 17, ni 27, mais 17 plus 9, ou 27 moins 1. Seule la Grande-Bretagne a refusé de monter dans le radeau de l'euro. La métaphore tient toujours. Elle n'a pas voulu entendre parler d'une discipline et d'un contrôle budgétaire contraignant et désormais automatique pour sauver une monnaie qui n'est pas la sienne. Il y a là une certaine logique. Mais alors, pourquoi les autres, les 9 qui n'appartiennent pas encore, à la zone euro, n'ont-ils pas obéi à cette même logique du wait and see ? Parce que, se sont-ils dit, si le radeau se disloque, nous boirons aussi la tasse, avec sans doute des tourbillons économiques en tout genre, en Europe, mais aussi dans le monde d'ailleurs. D'où l'idée qu'il vaut mieux être à bord que dehors, même si, dans le rapide, les obstacles se multiplient. La veille du sommet, Standard & Poor's mettait le radeau euro sous surveillance. Le lendemain, une autre agence de notation, Moody's, dégradait, elle, les grandes banques françaises. Intéressante histoire que celle de l'agence Moody's d'ailleurs. Presque une fable qui accompagne la conquête de l'Ouest par le chemin de fer. Au tout début du XXe siècle, Mr. Moody vendait de l'information boursière complète et touffue. Mais en 1907, patatras, il est ruiné par une crise bancaire que lui-même, l'informateur, n'avait pas vu venir. 2 ans plus tard, en 1909, il remonte une société pour vendre cette fois-ci non plus de l'information boursière illisible, mais des notes faciles à lire. Le AAA, qui fait trembler le monde, était né. Les premières notées furent les compagnies ferroviaires, comme la fameuse Western Union. Et la morale de l'histoire alors ? D'un mal, une crise, était sorti un bien, des règles plus dures, mais aussi plus claires. Peut-être l'histoire de l'euro. Alors autour de cette réalité d'une Grande-Bretagne donc qui choisit son propre chemin en marge peut-être de cette Union européenne, regardons les unes par exemple. La Libre de Belgique, quotidien naturellement belge, Angela a dit discipline, en effet le maître mot, une rigueur autour de ses finances. Aux États-Unis, le Los Angeles Times, le nouveau traité sanctionnera les déficits européens, je vous le disais, les entre guillemets mauvais élèves pourront être sanctionnés. Chronica Romana, donc en Roumanie, déception prévisible autour des conclusions de ce sommet. Au Portugal, voici ici Publico, l'Europe avance vers l'austérité et s'éloigne du Royaume-Uni. On pourrait d'ailleurs dire l'inverse, que le Royaume-Uni s'éloigne de l'Europe. En Autriche, Courir, au revoir Grande-Bretagne. Quotidien suisse ici, le mauvais calcul de David Cameron. Vous voyez que cette décision de la Grande-Bretagne de ne pas s'associer aux autres Européens a des lectures très, très différentes selon le point de vue pro ou anti-européen que l'on adopte. Ici, The Independent au Royaume-Uni, l'Union européenne quitte la Grande-Bretagne. Et puis peut-être cette une du Time de ces dernières heures que je vais montrer ici à la une, c'est un dessin que vous voyez ici. Voilà, je vais demander à Eric Rissy de zoomer en quelque sorte. On voit ici, bien sûr, le Manquette-Peace, célèbre petite statue que vous connaissez peut-être donc à Bruxelles, avec le Manquette-Peace qui tente de se soulager. En l'occurrence, c'est Cameron, Premier ministre britannique, sur, on croit reconnaître ici, Nicolas Sarkozy. Philippe Turle, un dessin assez dur, peut-être inhabituel dans ce titre. Est-ce que réellement la Grande-Bretagne a pris ses distances? Je vais peut-être poser la question autrement. La Grande-Bretagne est entrée en 1973 dans l'Union européenne, semble ne jamais réellement y avoir trouvé sa place. Est-ce qu'on est en train de constater qu'il y a un départ en douceur? Il y a plusieurs constats qu'on peut faire, en effet, d'après ce qui s'est passé vendredi. La première, c'est que nous sommes arrivés à un stade vraiment de non-retour. C'était une nouvelle stade dans les relations entre la Grande-Bretagne d'un côté et l'Union européenne de l'autre, qui n'a jamais été franchi, même à l'époque de Margaret Thatcher, où les relations étaient, on se rappelle, quand même très dures. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, la nouvelle de la décision de David Cameron de ne pas signer, d'utiliser son veto vis-à-vis de cet accord, a été assez bien accueilli en Grande-Bretagne, pour la simple raison que l'Europe ne fait pas recette. Il y a une peur que la Grande-Bretagne perde en quelque sorte ses possibilités de s'organiser comme il le veut, et surtout ne pas perdre de la souveraineté vers Bruxelles. Donc c'était plus ou moins, à mon avis, je ne suis pas étonné qu'on a eu ce refus de signer cet accord. C'était, je pense, aussi attendu de beaucoup de dirigeants européens. Mais la grosse question qu'on se pose maintenant, et je dirais que quand j'ai écouté les médias britanniques, je lisais la presse britannique après cette annonce de vendredi, c'est on ne sait pas trop où on va.
où est-ce que nous allons après ce refus? Est-ce que la Grande-Bretagne va rester vraiment isolée? Et David Cameron a peut-être pris la décision de ne pas signer dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, mais où est-ce qu'il va emmener la Grande-Bretagne ensuite? Là, c'est la grande question, et là, pour le moment, il n'y a pas de réponse claire. Autre réalité, autre tour de table, est-ce que c'est une décision, on sait les rapports étroits qu'il y a entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, Axel, est-ce qu'on peut dire que c'est une décision qui, au fond, trouve un écho attentif et bienveillant à Washington? Non, pas du tout. D'ailleurs, la plupart des gens autour d'Obama et beaucoup de gens aux États-Unis dans l'administration sont plutôt d'accord avec des gens qui s'opposent à M. Cameron dans sa propre coalition. Vous n'avez pas montré The Observer Guardian de ce matin. Eux, ils ont titré le conflit au sein de le cabinet et le Premier ministre adjoint qui a dit que c'est une catastrophe pour l'Angleterre et il faut une autre politique. The Guardian, The Financial Times, beaucoup de journaux ont contesté justement la décision en disant que c'était purement politicien pour faire plaisir à Londres, la ville, le centre de finances, etc. La City, oui. Et l'aile droite du Parti conservateur. Et ils disent que non, c'est, je pense, des libéraux démocrates qui sont dans la coalition avec M. Cameron et le Parti travailliste. Donc l'Angleterre reste divisée. 42% des Anglais, selon un sondage qui vient d'être publié, sont pour la continuation de leur rôle en Europe. 32% disent non. Et les eurosceptiques. Et 19% ne savent pas quoi dire. Donc l'Angleterre reste dans une ambiguïté, mais la décision de M. Cameron est beaucoup critiquée en Angleterre par les médias et beaucoup de gens dans l'opposition. Alors, une Européenne autour de cette table, il s'agit de Raluca. En Roumanie, bon élève, qui a accepté toutes les vérifications, prêt à tout signer. Il faut rappeler que vous devriez avoir l'euro dans relativement peu de temps. Oui, la cible c'est 2015, mais bon, si l'euro survit jusqu'à cette date-là, pour l'instant, notre bataille, c'est l'entrée dans l'espace Schengen. Vous savez que la Hollande s'y oppose, mais ça, c'est un autre sujet. Pour ce qui est arrivé à Bruxelles il y a quelques jours, oui, en fait, la Grande-Bretagne reste fidèle à sa politique depuis les années de Margaret Thatcher. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi on serait trop surpris. D'autre part, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on vit une situation exceptionnelle et il faudrait vraiment que tout le monde se mette autour de la table et accepte les conditions. La Roumanie a commencé son programme de réforme il y a presque 2 ans. Cela a porté un coup très très mauvais pour la classe moyenne parce qu'il y a eu des coûts d'austérité, bien sûr, et austérité, de la dépense sociale. Oui, exactement. Ouais. Donc oui, mais on est prêt à accepter tous ces sacrifices. On est prêt même à amender la Constitution. Et oui, mais il y a deux extraits d'une même Europe, entre celle de Philippe qui prend ses distances et vous, effectivement, tout à fait déterminé à faire le maximum pour prendre une place. Finalement, on n'a pas d'autre chance, mais la Grande-Bretagne a son chemin même en dehors de l'Europe. Ouais. Ça, c'est sûr. Ziad, cette décision de la Grande-Bretagne, puis que vous connaissez également bien, comment est-ce que vous la commentez, vu du Sud, je montre d'ailleurs la une d'Afrique Magazine, dernière livraison ici. La vague verte. La vague verte. Ça nous occupe beaucoup en ce moment, nous, au Sud. J'imagine. Oui. Mais en même temps, l'Europe, on le sait, c'est le partenaire principal des pays du Maghreb et de la rive sud de la Méditerranée. Donc, tout ce qui se passe en Europe a de l'importance, en particulier en termes économiques et commerciaux. Mais moi, je pense que je suis assez surpris qu'on parle beaucoup de l'Angleterre. Après tout, c'est 1 sur 27. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de l'aspect extrêmement positif du deal de Bruxelles. On a quand même une zone euro qui s'est retrouvée, qui s'est mis d'accord sur des principes extrêmement difficiles à admettre en tant que pays souverain, avec un problème de leadership qui, pour le moment, est à peu près absorbé, avec une promesse d'avenir qui est quand même assez porteuse, et en plus, on n'a pas cédé au diktat des marchés qui veulent absolument imposer à l'Europe un modèle anglo-saxon de sauvetage avec une banque centrale qui crache au bassinet, etc. Donc moi je trouve quand même on pourrait dire quand même c'est pas mal. Après moi je trouve que Philippe a parfaitement raison. Le problème qui va se poser aux Anglais, c'est quel est leur futur, quel est leur avenir. Aujourd'hui ils peuvent prendre des décisions politiques et protéger la City. Il y avait un personnage américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a dit les Anglais ont perdu leur empire mais ils n'ont pas trouvé un nouveau rôle. On ne sait pas ce que veulent les Anglais. Ils rêvent d'avoir une grande politique en Asie, dans les pays émergents, etc. Mais c'est un petit pays comme la France aujourd'hui. Donc, on se demande vers où ça va. Puissance moyenne. Oui, petit.
comparé à ce qu'on appelle les grands aujourd'hui. Les émergents. Oui, non, la Chine, l'Amérique, même nos amis russes qui postulent au titre de grands pays. Mais je trouve très surprenant qu'on s'arrête sur le débat anglais. Parlons un peu de ce qui se passe de bien ici, de l'autre côté. On ne parle jamais du bien dans notre métier. On parle de ce qui Des sort trains de qui arrivent pas à l'heure. l'ordinaire.